Bienvenue à Moirans en montagne. Capitale française du jouet, 2200 habitants nichés dans une vallée du Jura. Nous sommes en janvier 1996 et la petite commune vit depuis 2 mois un étrange et inquiétant phénomène. Dans un des quartiers de la ville, des départs de feu se multiplient spontanément. 13 au total. Et le 20 janvier, ces feux spontanés quittent le domaine de l'étrange et de l'insolite pour basculer dans celui du criminel. Un violent incendie coûte la vie à 2 personnes, Madame Annie et Gérard David, un pompier volontaire qui tentait de la sauver. Le premier incendie mystérieux de cette longue série survient le 4 novembre de l'année précédente, en 1995. Alors avant le 4 novembre, c'est vrai que nous avions déjà été amenés à intervenir sur des incendies, sur la circonscription de la brigade de Moirans en montagne. Mais c'est vrai que sur cette journée-là, ça a été un petit peu particulier parce que c'est quelque chose que je dirais quelque part qu'on n'avait jamais vu. Ce jour-là, un début d'incendie totalement inexpliqué se déclare dans un pavillon de la rue des Cars, au numéro 14, chez un couple, Jean-Pierre et Annie. Annie et Jean-Pierre sont un couple qui demeure donc à rue des Cars, à proximité immédiate de la brigade de gendarmerie, puisqu'on était presque voisins donc, à l'époque. Et ce sont des gens donc, qui sont âgés d'une 50aine d'années. Madame est quand même une personne assez corpulente et qui a quelques difficultés à se mouvoir. Le feu s'est déclaré dans le sous-sol de leur pavillon. On était devant le fait accompli, un incendie s'était déclaré, mais nous n'avions pas d'éléments probants pour arriver quelque part à définir cette origine. Était-elle accidentelle, était-elle criminelle ou était-elle électrique ? 2 mois plus tard, un deuxième feu spontané se déclenche à 70 mètres de leur pavillon chez un autre couple, Charles, Denise et leur fils Paul. Cette fois, c'est un matelas qui s'embrase, sans aucune raison, la première prise électrique étant à plus d'1,50 m. C'est vrai que là, on se pose des questions. On se dit, c'est quand même pas normal, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, qu'on n'arrive pas à cerner, et on s'explique de manière difficile comment un incendie a pu se déclarer comme ça, subitement, sur un matelas, alors que on n'avait personne à ce moment-là dans la pièce. C'est vrai que Charles et Paul sont des fumeurs, mais de là à dire que ça peut être accidentel, on l'a supposé, mais on n'avait pas d'éléments vraiment précis nous permettant de l'affirmer. De toute manière, la cigarette n'explique pas tout, car le 9 février, cette fois, c'est la hotte de la cuisine qui prend feu. Et le lendemain, un nouvel incendie, toujours sans raison apparente, se déclenche de nouveau chez Jean-Pierre et Annie. Les gendarmes sont de plus en plus perplexes. C'est vrai qu'on réfléchit, on se dit, est-ce qu'on a un souci quelque part sur cette rue des Cars ? Est-ce qu'il y a des problèmes électriques ? Est-ce qu'il y a éventuellement un malfaisant qui veut, occasionner des dégradations et du mal à quelqu'un ? Est-ce que ce sont des vengeances ? Est-ce que ce sont des choses qui donc, indépendamment d'un accident, peuvent être liées à l'origine humaine ? En tout cas, la série noire continue. Le lendemain, 11 janvier, toujours dans la rue des Cars, Raymond Lançon rentre de sa promenade quotidienne. En ouvrant la porte, il découvre dans sa maison 3 départs de feu. Seule l'intervention rapide des pompiers limite les dégâts. Dites-moi, monsieur Lançon, vous ne cacheriez pas une petite clé de chez vous dans un petit endroit secret ? Si ces feux spontanés sont l'œuvre d'un pyromane, visiblement celui-ci connaît bien les habitudes du retraité, tout comme celles de Jean-Pierre et de Charles, les 2 victimes précédentes. Mais s'agit-il d'un pyromane ? Le jour suivant, le 12 janvier,
2 nouveaux incendies inexpliqués se déclarent dans 2 pavillons d'une rue voisine, la rue Roussin. Le phénomène commence vraiment à devenir inquiétant. Les gendarmes dorénavant ne sont plus dans le constat, mais dans l'enquête. Ils veulent comprendre. La difficulté que nous avions à l'époque, dans cette enquête de voisinage, c'est qu'on ne savait pas poser les bonnes questions. Et pourquoi nous ne savions pas les poser? Parce que nous n'avions pas de piste pour aiguiller les gens. L'enquête va s'organiser sur plusieurs directions. On va déjà commencer par faire une cartographie, c'est-à-dire qu'on va fixer sur une carte les lieux précis de nos différents incendies. Nous avons, dans un premier temps, renforcé notre activité sur le secteur de Moire-en-Montagne et principalement dans la rue des Cars. Il ne nous était pas possible d'être, je dirais, omniprésent partout. Donc il fallait faire des choix. Il y avait tellement de répétitions d'incendies que j'ai suspecté à un moment donné des pompiers, des jeunes pompiers qui venaient de rentrer. Puis en fin de compte, je connaissais leurs horaires de travail et que ça ne correspondait pas avec les incendies. « 6 incendies, dont 5 en quelques jours. Et aucune explication rationnelle. Dans la commune, et notamment chez les habitants de la rue des Cars, l'inquiétude ne cesse de grandir. Les habitants étaient bien sûr traumatisés par ce qui se passait. Donc, pour la moindre bricole, ils nous téléphonaient. Pour un court-circuit, pour un carrelage qui se soulevait, pour n'importe quoi. Intrigués, les journalistes de la presse locale et régionale commencent à s'intéresser à l'affaire. La moindre idée, rien du tout. Mais les pompiers, ce sont les seules personnes, a priori, qui répondent à nos questions. Alors évidemment, on tourne très vite en rond, parce que il n'y a pas d'explication, donc l'incendie est mystérieux. Le secret des maisons dites à combustion spontanée dans le Jura. Ce secret pourrait être prochainement élucidé car depuis plusieurs jours, des techniciens d'EDF tentent d'expliquer pourquoi ces maisons ont pris feu sans raison apparente. Dominique Dumas. Phénomène paranormal ou scientifiquement explicable, c'est la question posée à Moire-en-Montagne. Si l'incendie est mystérieux, c'est qu'il n'a pas une origine rationnelle. C'est un peu le cheminement de penser que nous, on ne fait que reprendre. C'est ce qui se passe un petit peu dans les rues du village à ce moment-là. Je pensais d'abord que nous avions une situation assez délicate à gérer, parce qu'il fallait gérer l'émotion de nos concitoyens qui commençaient à grandir, et en plus il fallait gérer ce qu'on peut appeler, même si c'est pas forcément le terme le mieux adapté, une situation de crise. Il y a des gens qui sont inquiets, très inquiets, même ceux qui habitent dans le quartier qui était touché par les incendies. Il y a, comme toujours, des discussions, des candidatons, des propos qu'on a l'habitude d'appeler les propos du café du commerce, mais qui ne sont pas forcément dénués de bon sens. Donc c'est pour ça que EDF, et notamment Bernard Grossior, a fait des essais sur l'éclairage public, des coupures, pour voir un petit peu quelles pouvaient être les conséquences de ces coupures et leur remise en marche sur l'éclairage public. Et en même temps, donc, des mesures étaient effectuées par d'autres techniciens d'EDF. Et ce jour-là, donc, c'est vrai qu'à partir du moment où il a fait cette manœuvre de coupure et de remise en service de l'éclairage public, on a eu un nouveau départ d'incendie au domicile de Jean-Pierre. C'est vrai qu'il a constaté que malgré tout, il pouvait y avoir quelque part, je dirais entre parenthèses, une relation de cause à effet entre la manœuvre qu'il a faite sur l'éclairage public et ce départ fortuit de cet incendie au niveau du domicile de Jean-Pierre.
Alors c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il va s'échafauder plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est donc une ligne haute tension qui, quelque part, a pu avoir un défaut et que qu'une phase soit passée à la terre et que ça ait provoqué ce genre d'incident? Ou alors est-ce que c'est l'enfouissement d'une ligne qui avait été faite auparavant qui pouvait être, je dirais, à l'origine de ces départs d'incendie? Bon, c'est vrai qu'avec Bernard Grossier, on s'est posé pas mal de questions. Nous avons eu pas mal d'échanges, c'est vrai, sur ces divers incendies. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, EDF quand même privilégiait d'une certaine manière un problème électrique. Un court-circuit provoquant des étincelles? Une surtension générant de la chaleur? L'électricité peut facilement être à l'origine d'un incendie. Mais les vérifications d'EDF sur la ligne souterraine qui traverse le quartier ne donnent rien. Et surtout, elles n'empêchent pas un nouveau départ de feu, le 13e depuis le 4 novembre. Pourtant, l'hypothèse de la défaillance électrique reste dominante, jusqu'au 20 janvier. Donc ce 20 janvier, vers 13h, cet incendie était au domicile de chez Jean-Pierre, rue Descartes, au sous-sol dans le garage, dans une chaufferie un peu sur l'extérieur. Donc on a un incendie comme tous, on ne savait pas de quelle origine c'était. C'était dans un atelier, donc bon, un atelier c'est vaste. On a procédé à l'extinction assez rapidement, sans problème, sans souci. On était en train de ranger notre matériel, tout le monde s'affairait à ranger le matériel et un petit peu à discuter de droite et de gauche. D'un seul coup, une personne, je ne sais plus laquelle, mais une personne nous a dit « il y a l'incendie qui se déclare au premier ». Donc là, au premier, on était sur place, on est monté, et ça partait dans la chambre à coucher d'une armoire, comme ça, sans explication, avec pas de présence électrique à côté, fait dans une armoire. Donc pareil, là encore, le feu a été maîtrisé rapidement. Ayant constaté ces deux incendies, là, coup sur coup, une mini-cellule de crise a été instaurée en mairie, un consensus entre les élus, entre les sapeurs-pompiers. Donc nous, on était présents, mais on avait quand même quelqu'un du service départemental qui était ici, un officier supérieur, qui ont fait une réunion en mairie et un petit peu voir ce que l'on pouvait faire pour la sécurité des personnes. Gérard David et moi-même, on devait aller voir tous les voisins de la rue Descartes, les voisins de Jean-Pierre et d'Annie, pour leur conseiller de quitter leur maison. Donc bien entendu, on a commencé par Annie et Jean-Pierre. Donc Annie nous a reçus en nous disant qu'il n'était pas question qu'elle quitte sa maison. Donc à partir de là, on ne peut pas forcer les gens et on s'est très rapidement rendu compte qu'il y en a très peu qui voulaient quitter leur maison. Même moi, je ne suis pas arrivé à convaincre mes parents, quoi. Les gens pensaient que s'il devait arriver quelque chose dans leur maison, au moins ils étaient là pour intervenir tout de suite. Donc après, avec Gérard David, on est donc allé chez mes parents. Et on a bu un verre avec mes parents. On a donc reparlé de cette histoire. On s'est salué. Donc Gérard David est rentré chez lui et moi je suis rentré chez moi. À demain. Je me souviens que j'ai dit à Gérard David bonsoir et j'espère qu'on ne se reverra pas ce soir ou cette nuit et que ça se calmera un peu. Serge Lacroix ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il serre la main de son ami Gérard David. Quelques instants plus tard, à 20h17, le lieutenant Bérez est de garde lorsque se déclenche de nouveau la sirène d'alarme. C'était très stressant pour la population d'entendre cette sirène qui n'avait pas l'habitude de sonner et qui sonnait presque une fois, 2 fois par jour. Et voilà, donc là, hop, incendie, tout de suite on s'est dit, il y a un incendie. Donc arrivé sur place, avec le premier véhicule, on a vu le premier étage qui était déjà bien embrasé, ça carburait pas mal. Et dans les combles, on avait une personne, Annie, qui était à la fenêtre et qui nous demandait d'aller la chercher.
Donc voilà, quoi, le premier réflexe à faire, c'est appeler du renfort et à essayer de sauver Annie. Effectivement, la première pensée que j'ai eue, c'était ça va être compliqué parce que c'était une personne qui n'était pas impotente mais qui avait des difficultés à se déplacer. Donc lui faire enjamber une fenêtre, descendre par une échelle à coulisses, c'est une chose impossible, quoi. Donc on essayait de faire monter des jeunes qu'on avait donc, par la fenêtre où Annie se trouvait pour pouvoir aller la rassurer, pour pouvoir aller essayer de faire quelque chose. Le seul endroit pour la sortir, c'était par la cage d'escalier. La cage d'escalier était en feu, donc ça s'avérait compliqué. Et donc ils n'ont pas pénétré, ils ont essayé, mais ils sont ressortis. Voilà. Et comme ils nous ont raconté, ils sentaient leurs habits qui les recollaient un petit peu. Donc c'est vrai que c'est stressant, c'était des jeunes de 18 ans, qui avaient 18 ans à l'époque. C'est ce qu'on leur enseignait aussi, d'être prudent, de ne pas vouloir aller à tout prix. Donc voilà. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent de la caserne voisine de Saint-Claude. Au total, 35 hommes sont engagés sur l'incendie qui ravage le pavillon. À 20h25, Gérard David arrive à son tour. Donc Gérard David était au cinéma. Au cinéma, on n'entend pas la sirène. Bien que ce soit au centre de moi, il n'a pas entendu la sirène. Il était avec ses filles. Et je pense que c'est quelqu'un, peut-être, qui lui a dit, tiens, la sirène sonne. Avec son engagement, avec tout ça, il a dit à ses filles, je pars, restez là, je reviens. Alors, Gérard se présente sur le sinistre, apprend qu'Annie est prisonnière des flammes, donc il va voir un collègue, lui emprunte sa tenue de feu, une lampe torche, une commande, et demande à un collègue de l'escorter. À ce moment-là, je le vois monter l'échelle, je lui dis, Gérard, ne monte pas, ça fait plus de 10 minutes qu'Annie est dans les flammes, on n'entend plus rien, donc c'est pas la peine de prendre des risques. Mais il est officier aussi, il sait ce qu'il fait, donc je ne peux pas l'empêcher. Si ça aurait été un jeune sapeur-pompier, j'aurais pris par la veste et j'aurais dit descendre, n'y va pas. Mais là, je n'ai rien pu faire. Gérard David, que ses collègues surnomment le dur, n'est pas vraiment du genre à renoncer. Et le pompier s'engouffre dans la pièce où Annie est prisonnière des flammes. Le pompier Toufik dévide la corde en la retenant pour pas qu'il y ait trop de mou. Tout se passe bien, la corde se dévide normalement, et à un certain moment, Toufik sent que la corde ne répond plus. Donc, il fait 2-3 appels avec la corde, la secouant pour savoir si tout se passe normalement, et il n'a aucune réponse. Il essaye de tirer. Un retour de flamme le brûle, il ne peut plus tenir, il ne supporte plus le masque sur la figure, donc il redescend. Et il explique que Gérard ne répond plus à ses appels. Donc. Les soldats du feu décident de tenter le tout pour le tout. Les lances à incendie livrent toute leur puissance pour inonder la pièce du haut, alors que 2 pompiers font une nouvelle tentative pour secourir Gérard David et Annie. On avait un officier de Saint-Claude qui était ici, c'est un officier professionnel. Il est allé avec un sapeur-pompier de Morin, ils ont pu pénétrer. Et là, ils ont retrouvé Gérard David dans la pièce principale, pas très loin d'Annie, voilà, qui était inerte par terre. Et donc, ils ont engagé le processus de le sortir. Le corps du pompier est le premier à être évacué des décombres sur lesquels flotte une odeur inquiétante de gaz. En fait, les pompiers s'aperçoivent que le tuyau de la gazinière est carrément percé. Malheureusement, pour Gérard David, comme pour Annie, il est trop tard. Quand on a eu la certitude du décès de Gérard David, ça a été très 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 dur pour tout le monde, pour l'ensemble des sapeurs-pompiers du centre de secours, pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble je pense, du secteur.
Peu après la dépouille du pompier, le corps d'Annie est lui aussi sorti des décombres. L'incendie a fait 2 morts, 2 enfants de la commune. Le drame marque fortement les esprits qui s'échauffent, notamment contre la presse. Fumier, bande de charognards! C'est de votre faute, ça! Tout ça, c'est de votre faute! J'interroge les gens sur place, j'essaie de m'enseigner sur les personnes qui vivent ici. Je me promène évidemment avec mon appareil photo qui est très visible. Je suis le seul journaliste sur place à ce moment précis. Et à un moment, dans le groupe de badauds, un type m'interpelle plus ou moins, dit de manière suffisamment forte pour que je l'entende, presse de merde. Ses propos prêtent pas à conséquence, j'ai autre chose à faire, donc je continue mon travail. Et je me retourne et je m'aperçois que l'homme qui m'a interpellé un peu plus tôt est en train de s'élancer vers moi. J'imagine qu'il veut me prendre à partie. Donc je lui fais face, je pose mon sac. Et à ce moment-là, manifestement des gens qui sont de ses amis réussissent à l'arrêter. Aux alentours de 22h, l'incendie est enfin totalement maîtrisé. Le calme revient peu à peu, mais la tension demeure palpable dans la population. Et le lendemain, la ville de Moirans fait la une de la presse. Le feu s'est rapidement propagé dans ce petit pavillon où résidait une personne handicapée âgée d'une 50aine d'années. La victime n'a pu être évacuée. Un pompier qui tentait de la sauver est lui aussi mort asphyxié. Cet incendie mystérieux est le 14e d'une série qui frappe la petite commune de Moirans depuis le début de l'année. Dimanche 21 janvier, le capitaine Ogdès de la compagnie de Saint-Claude est envoyé à Moirans pour diriger l'enquête. Lorsque je récupère l'équipe de Moirans, bon, je connaissais mes gendarmes. Je savais que depuis quelques semaines, ils étaient, comment dire, animés. Ils étaient en souci avec tous ces départs de feu et d'incendie. Donc ils avaient vraiment pris à cœur ce problème. Mais en plus, vis-à-vis des habitants de Moirans, vis-à-vis du maire de Moirans, personnellement, je me suis un peu fixé aussi une obligation de résultat. Je ne me voyais pas ne pas résoudre cette enquête. Puisque nous avions déjà des éléments, des procédures avec tous les départs d'incendie qu'il y a eu auparavant, pour nous, le lien, quelque part, était évident. Pour l'instant, on est en train de faire des recherches. EDF est toujours sur la sellette, mais se défend farouchement. Après vérification, Électricité de France ne peut pas être tenue pour responsable des incendies de la rue des Cars, et encore moins de celui du 21 janvier. Les enquêteurs se tournent alors vers les experts, et notamment l'un d'entre eux, Bernard Meyer, pour tenter de comprendre le phénomène. Dès le départ, nous avons dit aux gendarmes qui étaient chargés d'enquête que certains sinistres étaient volontaires et qu'effectivement il fallait chercher dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il fallait chercher une personne qui mettait volontairement le feu dans les différentes maisons qui étaient endommagées. L'analyse est claire et précise. Pour l'expert, aucun doute, on n'est pas dans le domaine du surnaturel, mais bien dans celui du criminel. Donc, suite à nos premières constatations, effectivement, d'autres experts sont intervenus sur demande, disons, du parquet de Lons-le-Saunier. À partir du moment où 2 personnes venaient de décéder dans un incendie qui a été un incendie extrêmement violent, et que l'on faisait un rapprochement avec les incendies de moindre gravité qui avaient eu lieu au cours des semaines précédentes, il est vrai que nous redoutions que de nouveaux incendies se déclarent et que d'autres personnes ne soient victimes. Donc l'important, c'était de savoir le plus rapidement possible ce qu'il se passait, ce qu'il s'était passé, et d'éviter bien entendu que cela se renouvelle. Moi je décide de saisir des experts judiciaires, donc des professionnels qui sont reconnus pour leurs compétences, qui sont inscrits sur une liste d'experts soit nationale, soit régionale,
Et je leur demande, dans le cadre de la mission que je leur confie, de faire un certain nombre d'investigations et de me renseigner sur les causes de l'incendie et des autres incendies également. Mais les experts ne sont pas forcément d'accord entre eux. Et pour expliquer l'embrasement spontané de vêtements sans source de chaleur à proximité, certains émettent une nouvelle hypothèse basée sur le rayonnement de certaines hautes fréquences. On pensait qu'effectivement il y aurait eu un phénomène, disons, provoqué par soit une installation d'une usine se trouvant à proximité, soit d'une installation autre telle que militaire. On avait pensé à des radars, par exemple, militaires, des choses comme ceci, qui provoquaient de manière aléatoire, c'est-à-dire une fois, par exemple, sur un court temps, pendant une fois par semaine, par exemple, qui pourrait provoquer des phénomènes électromagnétiques qui seraient susceptibles de provoquer des départs de feu dans les différentes maisons. De nouveaux experts spécialisés en haute fréquence sont à leur tour réquisitionnés pour tenter d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse. Mais leur seule présence suffit à générer de nouvelles questions parmi les journalistes. On était maintenus dans une sorte de soupe, je ne sais pas comment l'exprimer. Quelque chose où on n'arrivait pas à tirer le moindre indice au clair. On s'oriente vite, très vite, et massivement, puisque c'est l'ensemble aussi, je pense, de la rédaction qui voit ça comme ça. On s'oriente vite vers une piste inexplicable, mystérieuse. Le surnaturel est évidemment l'explication la plus séduisante et la plus vendeuse pour la presse. Du coup, les journalistes affluent de toute la région, puis de toute la France et bientôt de toute l'Europe. Et certains d'entre eux s'intéressent plus aux curés qu'aux pompiers. Je crois qu'ils viennent vraiment parce qu'ils ont entendu parler qu'il y avait un truc extraordinaire qui se passait à Moirans-en-Montagne, et donc ils recherchent ce truc extraordinaire. Voilà. Les gens sur place, ce qu'ils veulent, c'est une explication. Ils veulent savoir ce qui s'est passé, et puis qu'on en termine avec ça, que les journalistes plient bagages, qu'ils s'en aillent, et qu'on retrouve la paix. Voilà ce qu'ils souhaitent. Voilà. Et bien, c'est un journaliste un jour qui m'a demandé pourquoi est-ce que je ne ferais pas venir un exorciste, puisque c'est dit, ça peut être l'esprit du mal, donc il faut peut-être faire venir un exorciste. Moi, j'y croyais pas, donc j'ai pas fait venir d'exorciste. Le journaliste a été déçu, tant pis pour lui. N'empêche que Moirans est devenu un centre d'attraction pour toute une faune de personnages atypiques. Les gendarmes croisent même dans la rue un sourcier qui, à l'aide de sa baguette, recherche des phénomènes sismiques capables d'être à l'origine des incendies. L'arrivée d'un certain nombre de personnages me choquait un peu, et comme on était dans un espèce de délire médiatique, ça ne faisait qu'aggraver ce délire médiatique. Donc moi, j'étais pas très satisfait de voir tous ces personnages graviter à Moirans. Voilà, donc après, quand les médias s'interrogeaient sur un certain nombre de phénomènes naturels, moi, là aussi, j'essayais de garder les pieds sur terre. Le 24 janvier, 3 jours après l'incendie dramatique qui a fait 2 morts, le rapport d'autopsie est rendu par le médecin légiste. Sans surprise, les 2 décès sont dus à l'inhalation d'un air surchauffé. Le même jour, le pompier Gérard David est inhumé au cimetière communal. Les obsèques du pompier, ce que je me rappelle, c'était une foule immense, beaucoup d'émotions, plein de pompiers, 600, 700 pompiers, 1500 personnes au total. Tout le village était mort, les rideaux étaient baissés. C'était vraiment une journée de deuil. Et le deuil se poursuit le lendemain avec l'enterrement de la 2e victime, Annie, la femme de Jean-Pierre. Depuis plus d'1 semaine maintenant, les experts travaillent sur la piste de la haute fréquence. Mais le capitaine Hodguez, lui, est de plus en plus persuadé que la vraie piste est criminelle. Nous avons repris toute l'enquête au départ, repris toutes les auditions, recherche de témoignages, et nous nous fermions, j'allais dire, aucun suspect. Et à la fin de la première semaine, nous avions 4-5 personnes suspectes. Et rapidement, nous nous sommes donc focalisés sur 2 personnes qui nous intéressaient vraiment.
Et le premier qui nous intéressait, c'était Jean-Pierre, le veuf et le mari de la personne de la femme décédée. Pourquoi ? Parce que la veille, nous sommes rendus compte qu'ils avaient signé un testament et qu'ils n'étaient qu'usufruitiers de son épouse. Nous avions donc là un mobile plausible qui pouvait expliquer l'incendie. Le deuxième, c'est Paul, le neveu de la femme qui est décédée au cours dans l'incendie. Paul, tout simplement parce que c'était un garçon qui était très, je dirais, très populaire dans la commune. Il était toujours prêt à rendre service, il donnait toujours la main, et puis bon, c'est vrai qu'on le voyait un petit peu tout partout, il avait quand même quelque part un air assez jovial, et puis bon, relativement sympathique. Du coup, nous sommes un peu plus intéressés à lui-même, à son emploi du temps. Nous avons rencontré son patron, parce que Paul est ouvrier mouleur dans la plasturgie sur Moiran. Et en recoupant son emploi du temps à l'usine, nous nous sommes rendus compte que Paul, effectivement, n'était pas au travail lorsqu'il y avait eu à chaque fois un incendie dans Moiran les semaines précédentes. Et en poussant plus loin nos investigations, nous nous sommes rendus compte qu'il se trouvait à proximité ou présent sur les lieux des incendies à chaque fois qu'il y avait un départ de feu. Les incendies pourtant semblent se raréfier. Faux espoir. Quelques jours plus tard, un nouveau sinistre détruit la grange d'un agriculteur à 3 km de Moiran, dans la commune de Crénan. Pour les pompiers, l'origine criminelle ne fait guère de doute. Nous avons vu sur le mur qui se trouvait garni de tôle des taches blanches comme brûlées par un chalumeau. Pour moi, c'est là que le vase a débordé, que nous avons compris que c'était un pyromane qui allumait le feu. Je me suis rendu à l'incendie de Crénan avec le maire, donc, parce qu'il était là. Quand on est arrivé là-bas, Paul y était, et il était très nerveux. Donc avec le maire, on a commencé à avoir quand même certains soupçons sur Paul, quoi. Je l'avais trouvé agressif, ce qui n'était pas son attitude à mon égard habituellement. Et il m'avait demandé, enfin mis en cause sur le fait que les solutions n'étaient pas encore trouvées à l'énigme qui habitait Moiran. Et je m'étais dit, comme j'avais quelques idées à la tête, que ce comportement-là traduisait bien le fait qu'il n'était pas très bien dans sa peau et qu'il avait commencé à avoir du mal, me semble-t-il, à supporter la pression. Le maire signale bien aux gendarmes la présence de Paul sur les lieux. Mais le capitaine Ogdez n'a pas suffisamment d'éléments pour procéder à son arrestation. Donc j'ai demandé à mettre en place une écoute téléphonique sur le téléphone de sa maison et chez ses parents. Les gendarmes espèrent que Paul va se trahir en donnant par exemple, lors d'une conversation, des détails inconnus sur un des incendies. Nous avons essayé, mais c'est un homme très discret qui parle très peu, donc les écoutes n'ont rien donné de probant. Donc je décide de mettre en œuvre une filature et de suivre Paul. Donc je veux le coincer. Mais les enquêteurs du capitaine sont dubitatifs. Les chances de succès d'une filature leur paraissent bien minces. Ils m'ont dit, mon capitaine, comment fait-on à Moiran? Tout le monde se connaît. J'ai dit, non, regardez Moiran. En ce moment, il y a un élément en plus par rapport à l'habitude. Ce sont la presse, les médias, la présence des journalistes. Déguisez-vous en journaliste. Prenez un appareil photo, un brassard presse, vous mêlez au milieu des journalistes, et là, le Paul, vous allez pouvoir le suivre tranquillement. Ce sont donc des gendarmes déguisés en journalistes qui entament une filature extrêmement difficile à mener, mais qui, au bout de quelques jours, va se révéler payante. Le samedi 3 février, les deux faux journalistes voient Paul entrer dans la maison de ses parents, rue d'Écart. Et quelques instants plus tard, un feu se déclare dans une armoire du sous-sol. Et cette fois-ci, les appareils de surveillance installés sur le réseau électrique ne révèlent aucune anomalie. Le suspect devient vraiment à ce moment-là notre suspect numéro 1. Mais des auditions et de l'enquête que nous avons menées sur cet incendie du 3, nous n'avons toujours rien. Pour la première fois, Paul, accompagné de son père, est entendu par les gendarmes. Bien sûr, il nous avoue rien, mais nous n'avons rien de probant qui puisse nous dire, voilà, c'est effectivement Paul, l'auteur des incendies.
Le capitaine décide de resserrer la filature et de placer Paul sous surveillance 24 heures sur 24. Mon objectif était de le prendre en flagrant délit. Mais avec cette marge de manœuvre très étroite, c'est que je voulais surtout pas non plus derrière avoir un autre drame. Mais pour mettre en place une telle surveillance, il faut des moyens. Paul travaille dans une usine de la région et il va falloir le suivre durant toute la journée. Pendant ce temps, les experts désignés par le parquet de Lons-le-Saunier livrent leurs conclusions. Les recherches effectuées sur les hautes fréquences sont toutes négatives. A priori donc, l'origine n'est pas à chercher du côté de l'électricité. La presse s'impatiente et part un peu dans toutes les directions. Plus tard, certains reprocheront d'ailleurs à Marie-Christine Tarard, le procureur de la République, ainsi qu'au juge d'instruction Berthet, de ne pas avoir suffisamment aiguillé les journalistes vers la piste criminelle. J'ai bien peur qu'à un moment donné, on ait été un peu baladé. On y a participé, hein. Je ne dis pas que c'était subi, puisqu'on était demandeurs, on était sur le terrain. Mais je pense qu'on a été un peu baladé. Lorsque nous faisons nos conférences de presse, il est bien clair que je ne vais pas, moi, dire aux journalistes « Attendez, stop, c'est une piste criminelle maintenant, on en est sûr, on a des suspects et on est en train de poursuivre l'enquête. » Je me rappelle très précisément de la dernière conférence de presse où nous avons été deux, des médias locaux, France 3 et Le Progrès, à poser à nouveau cette question de la piste criminelle, et il nous avait été clairement répondu qu'elle n'était pas écartée. Mais on était passé très très vite sur le sujet parce que les autres représentants de la presse s'y intéressaient fort peu. Le 4 février, le capitaine Ogdez demande des renforts spécialisés au GOS, le groupement opérationnel de surveillance. Le GOS, ce sont des gendarmes plus particulièrement formés aux techniques de filature. Donc, lorsqu'ils arrivent, ils prennent contact avec le directeur d'enquête et ils me demandent pour les aider dans la filature si je n'ai pas une photo de Paul. Là, je leur ai dit non, j'ai bien mieux qu'une photo, j'ai un film. Je leur ai montré le film que nous avions enregistré d'un journal télévisé sur une chaîne nationale, où nous voyons Paul s'exprimer devant les journalistes et ensuite partir dans la rue. Donc nous avons à la fois sa silhouette, sa démarche et ses attitudes. Les spécialistes prennent en charge la filature de Paul. Et leur homme les amène directement rue des Cars. Là, ils voient Paul franchir les barrages de sécurité et se rendre chez Raymond Lancon, le père d'un de ses amis d'enfance. Paul y reste un bon moment, allant même jusqu'à prendre l'air au-dessus du balcon du premier étage. Mais aucun feu spontané ne se déclenche. Cela dit, la journée n'est pas terminée et la filature se poursuit. Et le dimanche soir, en fin d'après-midi, début de soirée, il faisait nuit, Moirans étant désert, ils ont dû malheureusement prendre un peu leur distance par rapport à Paul, et pendant quelque temps, ils l'ont perdu de vue. Mais cette fois, la chance va sourire aux enquêteurs. Paul a réussi à semer les gendarmes, mais en sortant d'un immeuble, il tombe sur une patrouille de pompiers qui fait une ronde rue Roussin, juste à côté de la rue des Cars. Les pompiers l'interrogent sur sa présence. « Oh, je suis venu rendre un pull à un voisin », leur explique-t-il, avant de reprendre sa voiture pour rentrer chez lui. Intrigués, les pompiers décident quand même de vérifier le hall de l'immeuble. Et ils découvrent une poussette d'enfant en train de se consumer. Donc, le 4 au soir, je suis chez moi à Saint-Claude et je reçois un coup de téléphone d'un des gendarmes du GOS qui me dit « Paul est sorti d'un immeuble et 10 minutes après, une poussette brûlait dans la cage d'escalier de cet immeuble. » Donc à ce moment-là, je me suis dit « Bon, maintenant, ça suffit, on va l'arrêter. » Donc j'aurais demandé de m'attendre. Je suis tout de suite parti sur Moirans. J'ai pris avec moi 2 gendarmes de la brigade, les 2 gendarmes du GOS, et nous nous sommes rendus un peu avant 21h chez la tante de Paul, là où il logeait. Il n'avait pas l'air surpris, il était calme, détendu, et il nous a suivis donc sans aucune difficulté.
Donc nous amenons Paul à la gendarmerie. Et là, je demande à mon adjoint, l'adjudant Berger de la section de recherche de Besançon, de procéder lui-même à l'audition de Paul. Je connais le professionnalisme et la force de l'adjudant Berger pour mener des enquêtes. Et moi aussi, je reconnais aussi la matière en inexpérience. Et je ne voulais surtout pas que cette inexpérience puisse nuire à l'enquête. C'est pourquoi on est là. Non. Nous sommes tout de suite rendus compte qu'on ne pouvait pas prendre Paul de face, frontalement. Donc il fallait l'amener à lui faire reconnaître au moins l'incendie de la poussette, puisqu'il avait été pris presque en flagrant délit dessus. Une idée pour nous aider. Pour petit à petit l'amener à reconnaître que c'était lui l'auteur de l'ensemble des départs de feu et incendies de Moirans, et en finale lui faire reconnaître, ou tout du moins avouer, nous expliquer l'incendie du vin qui a provoqué donc la mort de sa tante et du pompier. Malgré le quasi-flagrant délit, il va falloir une nuit entière d'interrogatoire pour faire craquer Paul. Paul nous a enfin avoué le premier incendie, celui de la poussette, celui qui portait le moins à conséquence. À partir de ce moment-là, nous nous sommes dit, ça y est, nous, on le tient. Donc nous avons repris les incendies, en commençant par ceux où il avait été vu avant ou juste après. Là où il ne pouvait pas nous dire qu'il n'était pas sur les lieux. Et puis à un moment donné, il en a admis un deuxième, puis un troisième, puis après, bon voilà, c'est beaucoup plus lâché, quelque part libéré, et ensuite il nous a parlé de tous ces départs d'incendie. Et l'incendie dans la rue Roussin. Peu à peu, au cours de la matinée du 5 février, Paul reconnaît les uns après les autres les 15 départs de feu recensés depuis novembre, y compris l'incendie dramatique du 20 janvier. La seule difficulté que nous avons rencontrée, et la dernière, vous comprenez bien pourquoi, c'était qu'il reconnaisse que c'était lui qui a mis le feu à la maison de sa tante. Et Paul finit par donner tous les détails de l'engrenage mortel de cette soirée. Et sa déposition est sans ambiguïté. Je vais m'expliquer sur ce dernier incendie. Lorsque Jean-Pierre est parti de chez moi après avoir bu sa suze, je suis sorti 5 minutes après lui et je suis allé à sa maison. J'ai monté l'escalier extérieur et je suis entré dans le couloir du rez-de-chaussée où habite sa belle-mère. Je me suis rendu au fond du couloir et dans la pièce de droite, c'est une chambre, tout de suite sur la droite, il y a un placard. J'ai ouvert cette porte, il y avait du linge et des torchons. Le linge se trouvait sur des rayonnages, à peu près à hauteur d'homme. J'ai pris un torchon et j'y ai mis le feu avec mon briquet. Il s'est enflammé et je l'ai reposé à sa place. J'ai refermé les portes du placard et je suis rentré chez moi. En fait, c'était le mode opératoire habituel de Paul. Son arme, c'était son briquet. Sauf que ce jour-là, les flammes se sont propagées bien plus rapidement, prenant dans un piège mortel sa tante Annie et le pompier Gérard David. Le soir même, Paul est transféré au palais de justice de Lons-le-Saunier pour être mis en examen. Il est inculpé de destruction volontaire de biens appartenant à autrui par incendie ayant entraîné la mort de 2 personnes. Donc moi j'ai découvert Paul lorsqu'il est arrivé en fin d'après-midi au palais de justice pour sa présentation devant le juge d'instruction et je l'ai vu uniquement pendant le débat contradictoire sur la détention provisoire. Et donc on avait même fait en sorte que Paul entre par la grille qui était sur le côté du palais de justice pour éviter la confrontation avec les journalistes. Rapidement, la nouvelle de l'arrestation de Paul se répand à Moirans. En apprenant l'arrestation de Paul, je crois que, comme beaucoup de mes camarades, nous sommes tombés sous les genoux. C'était guère possible qu'un homme simple et discret, comme lui, puisse nous berner de la sorte. On est toujours surpris parce que j'attendais autre chose de lui. Et puis je pensais pas du tout que c'était lui. Cette piste criminelle avait été très peu évoquée et surtout elle intéressait très peu la plupart des médias qui se sont retrouvés sur place, qui la trouvaient sans doute pas suffisamment croustillante pour justifier leur long déplacement parfois.
Suite à son inculpation, Paul est incarcéré en détention préventive à la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier. Un an plus tard, le 12 novembre 1997, son procès s'ouvre devant la cour d'assises du Doubs. Le maire de Moirans, les parties civiles, tout le monde est là. Et tout le monde attend de Paul des explications. Pourquoi ces incendies? Quel était son mobile, ses motivations? L'enjeu de ce procès, c'était de comprendre les agissements de Paul qui, pendant 2 mois, a allumé des incendies, et il fallait être certain que Paul n'avait pas ce jour-là l'intention de tuer sa tante. La majeure partie des débats est axée sur la personnalité de l'accusé. Donc j'ai essayé de le faire parler de lui, de son enfance, et c'était terriblement difficile. Il répondait par monosyllabes, par mots très saccadés. On avait l'impression que dans sa famille, les sentiments, les affects ne passaient pas. Ce dont je suis sûre, c'est qu'on ne s'était jamais dit « je t'aime » dans cette famille. C'est certain. Là, je ne fais pas erreur. Et le procès a permis l'émergence de ce genre de sentiments. Et je crois me souvenir du regard de ce père et de ce fils quand son père a dit « mais tu peux compter sur moi ». Eh bien, je crois que là, il y a eu un moment d'illumination sur le visage de Paul, peut-être même une ébauche de sourire. Paul n'arrive pas vraiment à expliquer ses gestes. Et en tout cas, affirme n'avoir jamais eu l'intention de tuer. Donc voilà, Paul, il fallait le tirer, il fallait lui faciliter la parole, il fallait lui, à chaque fois, chaque mot le reprendre, en disant « mais allez-y, mais expliquez-vous, il y a des morts, qu'est-ce que vous ressentez ?» Et Paul dit « mais moi, je n'ai pas voulu ces morts, j'aime tout le monde. » Évidemment, cette phrase me choque, m'interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer tout le monde ? Alors Paul, il essaie de s'expliquer. Aimer tout le monde, ça veut dire je suis gentil avec tout le monde, je vais à la pêche avec tout le monde, je fais des courses pour les gens, je suis bien ressentie dans le village. Moi, Annie, je l'aimais bien, je n'ai jamais voulu de mal. Mais d'ailleurs, c'est elle qui m'aimait pas. Moi, je l'aimais puisque j'aime tout le monde. J'aimais Annie comme les autres. Par contre, j'ai le sentiment qu'Annie, ou je trouve qu'Annie, elle m'aimait pas beaucoup. Voilà en gros la réponse de Paul. Sur le 20 janvier, Paul s'explique d'abord avec difficulté parce qu'il sait les conséquences. Ensuite, il dit « mais je n'ai rien compris. Je vais, comme d'habitude, comme les 15 ou 20 fois précédentes, allumer avec mon briquet un incendie et quelques secondes après, j'entends une énorme déflagration. » Pour les experts cités à comparaître, l'explication est simple. La déflagration est due à la fuite de gaz dans la cuisine qui a permis un embrasement général en l'espace de quelques secondes. Évidemment, Paul ignorait cette fuite et répète inlassablement qu'il n'est pas un assassin. Marie-Christine Tarard, l'avocate générale, l'entend en partie et module en conséquence son réquisitoire. Lorsque Paul mettait le feu dans des habitations, il s'en prenait au plus intime des gens parce que ces feux étaient souvent allumés dans des chambres à coucher, dans des penderies où se trouvent des effets personnels. Mais je ne voulais pas que l'on fasse passer Paul pour quelqu'un qui n'était pas responsable de ses actes, pour quelqu'un qui ne s'était pas rendu compte du mal qu'il pouvait faire. Et j'ai voulu expliquer aux jurés qu'effectivement c'était quelqu'un qui savait parfaitement qu'en craquant une allumette ou en prenant un briquet et en mettant le feu dans une maison, eh bien, il pouvait entraîner des conséquences graves. Marie-Christine Tarard ne demande pas la perpétuité, mais réclame 15 années de réclusion criminelle, car pour elle, Paul est capable de récidiver. Les débats se terminent comme d'habitude aux assises avec la plaidoirie de la défense, assurée par Maître Buffard. L'avocat tente une dernière fois de convaincre le jury. Paul est certes coupable, mais il a quelques circonstances atténuantes. Il nous a expliqué, mais rendez-vous compte de ce qu'a vécu Paul, cette personne qui a vécu sans sentiment, sans affection, en tout cas sans affection dite, qui est quelqu'un de frustre, qui n'a pas connu de fille, qui a une vie pauvre, une vie rudimentaire, qui ne cherchait qu'en fait qu'une chose, c'est à un moment donné à essayer peut-être de faire parler de lui. C'est sans doute pour ça qu'il a voulu allumer ces incendies. Les jurés rendent leur verdict, 12 années de réclusion criminelle. Dans son box, Paul sanglote, le nez dans son mouchoir à carreaux et murmure simplement « pardon ».
La famille est vraiment étonnée et aurait souhaité qu'il ait une peine au moins de 15 ans. Ce procès, toutefois, aura, par le temps qu'on a pris à essayer d'expliquer les choses, permis aux gens d'avoir le maximum d'explications de ce qu'ils pouvaient avoir. Le lendemain, je me rappelle très bien, la neige s'est mise à tomber. C'était redevenu un calme presque olympien. Des années après, dans mon esprit, il reste deux choses de cette affaire de Moirans en montagne. D'abord, une sensation désagréable vis-à-vis de l'emballement médiatique qu'elle a généré. Et ensuite, la conviction que Paul a agi pour exister. Donc, on a toujours ce manque de Gérard David qui est parmi nous, qui n'est plus là, qui n'a plus sa présence. Donc ça, c'est très important parce que ça fait quand même 10 ans, on n'oublie pas, quoi. Les années ont passé. Paul a purgé sa peine et est ressorti de prison. Aujourd'hui, il a payé sa dette et il s'est réinséré. C'est la raison pour laquelle Paul n'est pas son vrai nom et que nous avons tout au long de cette enquête protégé son anonymat.